c'est en compagnie de Christophe Dard comme tous les matins. Et dans cet épisode, nous allons évoquer l'une des affaires les plus retentissantes des années 1930 et même de la Troisième République, à tel point qu'elle a failli faire tomber tout un régime traversé par la crise économique de 1929 et de nombreux scandales politico-financiers. C'est l'affaire Stavisky, du nom de l'un des escrocs les plus célèbres de l'histoire, Alexandre Stavisky. Nous allons donc vous raconter la vie de cet imposteur qui, malgré des condamnations, a été proche des cercles du pouvoir jusqu'à ce que tout bascule en 1933 lorsqu'un scandale de détournement de fonds défraye la chronique et aura de multiples conséquences jusqu'à la tenue même d'une manifestation sanglante le 6 février 1934, un rassemblement anti-parlementaire auquel participent notamment des groupes antisémites. Pour Alexandre Stavisky, Christophe, tout commence en Ukraine où il naît donc en 1886. Et oui, une famille juive d'origine polonaise à Slobodka plus précisément. C'est donc là que naît en fait Sacha Stavisky. On est dans la région de Kiev, alors intégrée à l'Empire russe. Et il faut savoir qu'à cette date, les Juifs d'Ukraine viennent de faire face à des pogroms sans précédent, puisqu'en mars 1881, le tsar russe Alexandre II avait été assassiné par une grenade lancée par un anarchiste. Des rumeurs circulent alors dans tout l'Empire russe et affirment que le nouveau tsar Alexandre III a donné au peuple le droit de battre les Juifs en guise de représailles. S'ensuivent 2 années de massacres, les plus nombreux survenus dans la zone de résidence, cette vaste zone créée par l'impératrice Catherine II de Russie, dans laquelle les Juifs sont contraints de vivre à l'écart du reste de la population et souffrant de discrimination. C'est dans cette situation que surviennent d'ailleurs les premiers flémissements du sionisme moderne en Ukraine, articulé par le mouvement Bilou, qui envoie dès 1882 ses premiers habitants fonder des communautés en Palestine. Environ 2 millions de Juifs, principalement des non-religieux, émigrent entre 1880 et 1914, principalement vers les États-Unis, mais aussi en France. Et c'est le cas donc de la famille Stavisky qui arrive à Paris en 1899. La famille vit confortablement. Son père Emmanuel est chirurgien dentiste, exerce sur les Champs-Élysées. Et puis pendant ce temps, Sacha, lui, mène une scolarité moyenne. Il rêve de faire du théâtre. Mais Sacha n'a pas d'argent. Il demande à un ami de lui procurer des cartes de visite au nom de l'éditeur, un éditeur du nom d'Alphonse Lemaire, éditeur du célèbre Anatole France et d'autres célébrités littéraires du moment. Sur présentation du carton, il va assister gratuitement à plusieurs séances, jusqu'au jour où la supercherie est découverte. Le jeune Sacha s'en tire avec des réprimandes au commissariat, mais ce n'est hélas que le début, car peu de temps après, Sacha va voler des prothèses en or au cabinet de son père pour les revendre à des resellers du Marais. Sacha est naturalisé en 1910. Il a 24 ans et dans sa famille, il n'est pas le seul à avoir de mauvaises intentions. Son grand-père Abraham est également un homme sans scrupules. En 1912, ce dernier remarque que les Folies Marigny, l'actuel théâtre Marigny, est fermé pendant des mois. L'été, il décide alors de louer le théâtre pendant cette période de relâche via des petites annonces parues dans la presse, dans les journaux Le Matin et Le Petit Parisien. Sacha et son grand-père recrutent des concessionnaires et leur demandent d'avancer les sommes nécessaires pour démarrer l'entreprise. Et en peu de temps, ça fonctionne puisque jusqu'à 12 000 francs sont recueillis, de quoi faire un beau pactole et donc au passage un beau projet, sauf que Stavisky et son grand-père partent avec l'argent et disparaissent dans la nature. Bien sûr, les personnes arnaquées portent plainte, mais Stavisky, qui n'a peur de rien et qui comparaît d'ailleurs seul au procès puisque son grand-père est mort entre-temps, prend pour avocat l'un des ténors du barreau de l'époque. Il s'agit d'Albert Clémenceau, le frère de Georges, l'une des personnalités les plus politiques, les plus éminentes de l'époque. D'ailleurs, il faut ajouter qu'Albert Clémenceau avait été aux côtés de Fernand Laborie, l'un des avocats dans les procès de l'affaire Dreyfus pour le journal L'Aurore, dans lequel Zola avait publié son fameux J'accuse. Grâce à Albert Clémenceau, Stavisky parvient à repousser le procès qui se déroule 3 ans après les faits. Et Stavisky écope finalement de 15 jours de prison avec sursis, ce qui n'apparaîtra jamais dans son casier judiciaire car il bénéficie de l'amnistie réservée aux anciens combattants. Stavisky, effectivement, a passé quelques mois au train des équipages au début de la Première Guerre mondiale, même s'il a été réformé dès 1915. Oui, il n'a pas vraiment combattu, c'est le moins que l'on puisse dire, mais donc cela effectivement suffit à le faire amnistier. On peut dire que Stavisky a beaucoup de chance et qu'évidemment il va se calmer. Pas du tout, il va continuer, puisque dans les années futures, Stavisky est quand même impliqué dans plusieurs affaires de fraude et délit. Alors cela va de la falsification de chèques aux arnaques au bon du trésor, en passant par des trafics de drogue avec la Turquie, ou encore le vol d'une grosse quantité de titres à bord d'un paquebot des lignes sud-américaines. Certaines escroqueries sont plus banales, si l'on peut dire, puisqu'il rachète par exemple à une vieille dame la totalité de ses dommages de guerre contre une rente viagère, garantie sur les immeubles de sa future victime. Il obtient d'elle une procuration, il vend tous ses biens et bien sûr, il ne lui reverse pas un sou. Et à chaque fois, cela fonctionne car cet homme élégant et charmeur inspire la confiance. Il se lance aussi dans la propriété
société de course de chevaux et crée avec un complice présenté comme un magnat de l'industrie du cinéma américain, la Franco-American Cinematograph Corporation. Les deux compères recueillent tout de même 8 millions de francs. Et oui, Stavisky qui crée aussi de nouvelles sociétés chargées de commercialiser des produits qui n'existent pas, mais qui pouvaient sembler révolutionnaires pour l'époque. Par exemple, le Matriscope, qui doit permettre à toute femme de détecter une grossesse dans les 24 heures. Super. Ou encore le Febor, c'est un réfrigérateur qui fonctionne sans électricité, pourquoi pas. Ou encore un bouillon de bœuf amélioré. À l'époque, c'était assez populaire, les bouillons de bœuf, qu'on appelle le petit pot. Et pour en assurer la vente, il a même acheté au directeur du journal parlé de Radio Tour Eiffel, propriété de l'État, des espaces publicitaires pour donc vendre son produit. Et il est tellement malin, tellement aussi bien organisé, effectivement, arrivant toujours à inspirer la confiance, qu'il obtient le contrat de gestion de publicité du célèbre monument au Trocadéro. Il veut même lancer une nouvelle liqueur, la Jurançonne, et un projet immobilier à Marseille, les Nouveaux Terrains. Bien sûr, tout cela n'existera pas, mais ces titres sans valeur permettent à Stavisky d'obtenir des banques complices de nombreux prêts dont il se sert justement pour lancer de nouvelles affaires. Alors vous allez me dire, il y a effectivement beaucoup d'argent qui rentre, mais c'est pas forcément là qu'il en gagne le plus. En fait, c'est dans la gestion des salles de jeux clandestines que clairement il gagne le plus d'argent avec sa maîtresse, une chanteuse du nom de Jane Darcy. C'est ce qui lui rapporte le plus, puisque avec l'argent récolté, Stavisky va même ouvrir un dancing rue Caumartin et jusqu'à 800 000 francs de l'époque sont récoltés. Ce qui est énorme quand même à l'époque. Stavisky, à la trentaine alors et au milieu des années 1920, il n'a plus de limite. Connu sous le nom d'Alexandre Sacha, Alex Jean Sacha, Doisy de Monty ou Victor Boitel. Il change tout le temps de nom, ouais. Et de physique aussi d'ailleurs. Il change tout le temps d'identité. Il vole pour 7 millions de titres chez un agent de change. Mais à force de jouer avec le feu, il finit par être arrêté. Sauf que la chance lui sourit encore. Comme dans un scénario de film, il parvient à s'enfuir du bureau d'un juge d'instruction. Oui, c'est vraiment digne effectivement d'une série. Et c'est marrant d'ailleurs parce qu'on parle souvent des arnaqueurs, vous savez, aujourd'hui, qui font la une des séries. Mais c'est vrai qu'il aurait eu vraiment clairement son rôle, et c'est son propre père d'ailleurs, alors là c'est beaucoup plus tragique, qui se propose d'indemniser les victimes avec ses maigres économies de chirurgien dentiste. Il débourse 1 million de francs, mais imaginez pour cet homme honnête de se retrouver mêlé aux affaires de son fils. Il est totalement désespéré de la situation et que son nom bien sûr soit désormais sali par cette affaire, et malheureusement il va se suicider. En 1926, Alexandre Stavisky est de nouveau arrêté dans sa demeure de Marly-le-Roi pour le vol d'actions sur 2 agents de change. Il a été dénoncé par son ancien complice, l'aventurier Jean Galmot. Il écope de 18 mois de prison à la santé, et une fois de plus, il s'en sort encore. Il simule une maladie grave et grâce à un faux certificat médical, il est libéré moyennant une caution de 50 000 francs. Oui, c'est quand même assez incroyable. Effectivement, oui, il est vraiment très très fort, effectivement, comme pour l'escroquerie d'ailleurs du théâtre Marigny quelques années plus tôt, et grâce à ses avocats qui comptent encore parmi les meilleurs du barreau, parce que ça aussi c'est l'une des forces de Stavisky, son procès est sans cesse repoussé. Et d'ailleurs, et ça c'est assez intéressant, déjà ça alimente quand même la rumeur qu'il bénéficierait de haute protection. Ouais. À vrai dire, c'est pas encore trop le cas à ce moment-là, mais quand même la rumeur se diffuse. Mais Stavisky sait qu'il n'aura pas toujours cette chance. Il a compris qu'il doit changer de stratégie désormais. Il veut passer à un autre stratagème. Il veut passer pour un homme respectable et fréquenter les milieux les plus haut placés. Et c'est ce que nous verrons dans la suite de cet épisode consacré à l'affaire Stavisky, au prochain numéro donc de l'histoire des Juifs de France sur Radio J. Merci beaucoup Christophe.